là, le barrage du Jetti. On est dans la vallée de Morzine, avec la Dranse de Morzine qui circule ici. Et jusqu'en 1949, l'endroit ici s'appelle le Plan du Moulin. À la construction du barrage dans les années 45-50, la loi disait que l'exploitant devait rétribuer les communes qui étaient impactées par ça. Ouais. Ce qui était pris en compte dans la loi, c'était les infrastructures de production d'énergie. Donc c'était les infrastructures où il y avait les centrales de production, où il y avait aussi le personnel. Les infrastructures naturelles comme une retenue d'eau qui avait été barrée, on ne voyait pas d'impact. 75 ans après, on s'aperçoit qu'elles ont subi des impacts par de l'envasement, par d'autres contraintes connexes, avec les 300 mètres d'inconstructibilité. Il y a un impact sociétal qui est complètement différent, les gens sont beaucoup plus attentifs à l'environnement, mais les conséquences financières de rétribution de ces impacts sur les communes n'ont pas évolué. N'ont pas évolué du tout. Et vous êtes une commune de combien d'habitants? 324 habitants. Et donc, on a un potentiel d'investissement annuel d'environ 220 000 €, avec des chantiers à faire pour se mettre aux normes, pour se mettre par rapport à la réglementation au niveau de l'assainissement, au niveau de travaux, on a des projets de construction d'une école, enfin on a plein de choses à faire. Et vous avez, du fait de ce barrage, vous avez des contraintes? On a des contraintes de constructibilité, on a des contraintes d'entretien. On a 300 000 m3 de vases qui sont là, qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, comment ça va être traité, c'est sur notre commune. Et la loi aujourd'hui n'est pas adaptée à ces contraintes, est adaptée à des anciennes contraintes qui étaient vues à l'époque, mais qu'aujourd'hui, les contraintes d'aujourd'hui ne sont pas prises en compte. Le bois arrive des deux Savoie, Savoie Haute-Savoie, et on achète aussi un petit peu dans le Jura, donc le pied du Jura, si on peut dire, autour de Champfremier, qui se trouve dans l'Ain, puis après dans le département 39. Si on cherche, nous, c'est des bois de qualité. Et avant, je me souviens au début, avec mon père, bon, il y a déjà quelques années, on tournait dans les communes environnantes, c'était 10 km maximum. On travaille pas exclusivement, mais à 80% dans le département, un peu sur la Suisse. Et après, on a 2-3 clients dans la vallée du Rhône. Comment vous faites, vous, face à ce problème de bois aujourd'hui? Pour l'approvisionnement, on essaye de se débrouiller, on essaye de trouver des solutions. C'est quand même de plus en plus compliqué de trouver des bois qui nous correspondent à l'heure actuelle. Et le souci, c'est vrai que on a quand même une forêt dans toute la France qui est quand même assez importante, qui a des beaux bois et ils sont très convoités. L'idéal, ça serait de faire comme la Russie. À première vue, la Russie, à partir de fin d'année, elle va transformer tous ses bois, elle ne vend plus de grumes. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une solution? Et je pense que c'est une porte de sortie pour notre profession. Parce que j'ai appris dernièrement que beaucoup de scieries ne tournent pas à plein régime parce qu'elles n'ont pas de matière. Et puis après, on est concurrencés. Nous principalement, c'est l'Autriche, l'Allemagne par exemple. Qui pour eux, le bois, c'est carrément une industrie qui est énorme par rapport à nos petites structures. Voilà, en Autriche, ils sont hyper aidés et accompagnés au niveau de la filière bois. Parce que, je ne veux pas dire de bêtises, mais là, je crois que la filière bois en Autriche, c'est soit le premier revenu ou le deuxième. Ils ont le tourisme, le bois, ça doit se valoir. Donc ils prennent vraiment soin de la filière bois. Et après, nous, nos clients, c'est des locaux en général. C'est des charpentiers, fabricants de chalets, des raboteries. À un autre niveau, et ce qui est dommage, c'est qu'on est 4. Bon, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a fait 1 million, passé le million l'année passée. Et on est obligé d'être aussi performants que toutes les grosses entreprises à tout niveau. Environnement, législation, tout. Alors qu'eux, ils ont une personne qui s'occupe du personnel, une personne qui s'occupe de la sécurité. Voilà. Donc là, c'est des choses. Et
et comment dire, et ça s'est vraiment accentué, donc tout ce qui est demande, papacy, les choses se faisaient naturellement avant. C'était, voilà, les personnes avec qui on avait contact étaient compétentes, étaient intéressées, elles répondaient. Maintenant, vous voulez contacter quelqu'un, soit professionnel, pas trop, mais vous voulez contacter une personne autre, mais vous n'avez jamais de réponse. Pourtant, on a des téléphones tout autour du cou, mais les gens n'ont plus le sérieux d'avant, n'ont plus le plaisir de rendre service. Alors nous, la problématique de relance, on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, il y a des choses qui ont été faites et mises en place par l'État sur le plan de relance, avec des enveloppes annoncées, mais il s'avère que pour nous, sur la Haute-Savoie, on ne sent pas vraiment une relance importante. Alors le recyclage, donc aujourd'hui on peut voir voilà, des matériaux qui sont recyclés, qui vont partir sur nos chantiers. Ces matériaux-là proviennent de démolition. Aujourd'hui, dans notre métier, on sait qu'on arrive à recycler 75% des matériaux de la construction, des démolitions, des choses comme ça. On recycle ça et aujourd'hui, on est à la pointe du recyclage. Donc on fait déjà du développement durable, hein. On est les premiers à vouloir essayer de participer à améliorer même les bilans carbone. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions de proximité pour les déblais terreux et tous les déblais terrassements, on est obligé de les transporter dans des sites où on va faire à peu près 75 à 80 km pour pouvoir déverser nos matériaux parce que y a un manque de cohésion entre les élus locaux. On travaille énormément avec les services de l'État, d'EDT et de Réal. Ce qui nous inquiète, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui avec nos élus locaux aussi par rapport à une volonté de vouloir réduire la construction et effectivement on sait que la Haute-Savoie aujourd'hui est à peu près à 3,5% de poussée démographique par an et on veut réduire cette poussée démographique à 2%. En limitant la construction. Le problème qu'il y a, c'est qu'en limitant la construction en Haute-Savoie, on va avoir une activité qui va se réduire. Et puis, moi, j'ai plus une inquiétude aussi, c'est par rapport à nos salariés. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un poumon qui est un petit peu aspirateur de main-d'œuvre qui est la Suisse. Et avec une population vieillissante dans notre métier des bâtiments et des travaux publics, et on sait que dans quelques années, la Suisse va être demandeur d'emploi dans cette activité et on craint de se faire piller nos salariés. J'ai fondé l'entreprise Blujon Hélicoptère en 1998. Bon, moi je vole depuis 38 ans, j'ai 32 000 heures de vol. Et donc je suis parti en 1998 avec un hélicoptère. Et aujourd'hui on en a 5 et avec tous mes garçons pilotes qui peuvent faire le même travail que moi. Voilà. Le siège principal est à Morzine. Ensuite on a une base à Crest-Voland, proximité de Megève, une autre base à Bourg-Saint-Maurice et une base dans les Pyrénées. Donc, ce qui nous permet de couvrir un large territoire pour les opérations. Et comme ça, on est présent un peu dans tous les massifs. C'est essentiellement, nous, du transport de matériel à l'élingue. On construit des remontées mécaniques, on construit des paravalanches, on construit des gazex pour la sécurisation des pistes, on construit également des refuges, on travaille pour des particuliers. On travaille également pour les conduites d'eau, on travaille pour les routes, on travaille pour la SNCF, également pour les protections de leurs voies ferrées. Et puis on fait tout type de travaux qui sont totalement inaccessibles par voie terrestre. De par notre activité principale qui est le transport de matériel, comme mon papa l'a expliqué tout à l'heure,
On est sur une année 2021 très particulière pour nous car la non-ouverture des stations de ski nous a impacté directement de par les non-investissements réalisés pour l'été et donc du coup la non-nécessité d'avoir des hélicos pour transporter du matériel. Donc derrière ça, nous on avait avant la crise investi environ 10 millions d'euros sur le renouvellement de notre flotte d'hélicos, sur l'investissement d'options sur les hélicos type porte-bulle pour augmenter la visibilité et la sécurité. Et tous ces investissements ont des conséquences économiques directes. Et aujourd'hui, avec le manque de travail et les manques d'investissement, c'est une gestion au jour le jour pour gérer au mieux la trésorerie. Donc on espère un avenir prometteur, on y croit et on fait tout en tout cas pour se battre ensemble pour avoir une belle vision. On a fait la première phase de désamiantage hier soir. Donc on a désamianté la zone sur 6 cm. Ce soir on remet une couche d'enrobé pour rétablir la circulation demain matin. C'est un peu l'aventure, beaucoup de responsabilités, c'est ce qui est intéressant. On est sur un secteur qui bouge beaucoup. Donc il y a pas mal de circulation, il faut être sûr de nos interventions. De la réussite de nos interventions et que ça se passe bien pour ne pas trop gêner les riverains. Cette opération très particulière de désamiantage de cette route, il y a l'obligation qui est faite par la loi et le Code du travail pour le maître d'ouvrage, qui est le conseil départemental de la Haute-Savoie, de désigner un coordonnateur sécurité et de protection de la santé. Un métier qui existe depuis 20 ans et aujourd'hui, grâce aux améliorations dans le milieu du BTP, au niveau de l'hygiène, au niveau de la sécurité, etc., on essaye aussi de faire avancer les jeunes à aimer encore plus ce métier pour s'investir, pour pouvoir se dire le BTP, pourquoi pas, il y a de la sécurité, il y a de l'hygiène, on prend soin de nous et finalement de savoir que sur cette route, 16 000 véhicules jour vont circuler et on ne va pas s'apercevoir forcément du travail et de la sueur qu'il y a eu pendant ces travaux de nuit. Et c'est une belle chose, on peut être fier de notre métier en tout cas. C'était Chablais Backstage saison 2. Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée pour la saison 3.